ces paysages majestueux ont été façonnés par l'homme. Le territoire d'Écosse et des Cévennes est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'occasion du 10e anniversaire de cette labellisation, allons à la rencontre de celles et ceux qui connaissent bien ce territoire, parce qu'ils y vivent, parce qu'ils y travaillent, parce qu'ils en parlent avec passion. Ce podcast est réalisé par la marque de cosmétiques L'Accent, en partenariat avec Midi Libre et l'entente interdépartementale Cosse-et-Cévennes. Épisode 13, les vases d'Anduze. On utilise notre terre de notre propre carrière qui est située à l'arrière de la poterie. Parmi les activités artisanales incontournables aux portes des Cévennes, il y a la poterie. Et parmi la petite dizaine de fabricants du célèbre vase d'Anduze, la poterie Les Enfants de Boissé est la plus ancienne. Ici, le vase d'Anduze est une affaire de famille et une tradition qui se perpétue de génération en génération. Cécile et Richard Jurquet sont encore aux commandes de la poterie, mais nous rencontrons leur fille Céline qui semble destinée à prendre la relève. Céline Jurquet, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu où est-ce qu'on se trouve. On parle de poterie aujourd'hui du côté d'Anduze. Donc nous sommes dans la fabrication traditionnelle poterie d'Anduze des Enfants de Boissé. Donc ici nous sommes dans ce qu'on appelle nous le grand atelier, c'est-à-dire où on fabrique les grandes pièces à partir du 60 cm de hauteur. Donc on a un grand four de 10 mètres cubes, un séchoir d'un côté avec les pièces en cours de séchage et de l'autre côté nous avons tout ce qui est façonnage avec le côté calibrage avec donc la machine de calibrage, les moules et puis les tourneurs qu'on peut voir derrière nous en train de façonner quelques pièces. Alors la poterie Les Enfants de Boissé, c'est un petit peu la poterie historique, on peut le dire, d'Anduze. C'est la plus ancienne ? Oui, notre fabrique est la plus ancienne, elle date de 1610, elle se perpétue de génération en génération donc depuis cette date. D'abord transmise de père en fils et puis là depuis 4 générations c'est de mère en fille. Donc on a perdu le nom de Boissé, c'est pour ça qu'on a décidé de s'appeler Les Enfants de Boissé, pour garder quand même notre nom d'origine. Donc ça vient de votre maman, vous en l'occurrence ? Donc voilà, nous, de mon côté, ça vient de ma maman. Donc je suis la 5e génération de filles. Quel est votre parcours ? Quel est votre cheminement ? C'était une évidence finalement pour vous de travailler dans cet univers-là, on va dire ? C'était une évidence refoulée. C'est-à-dire que j'ai fait des études très générales. Après un bac scientifique, j'ai fait un DUT en physique parce qu'évidemment, quand on me dit qu'il faut revenir à la poterie, j'ai tout fait pour pas revenir. Finalement, je me suis dit je vais quand même m'orienter vers des études de céramique au cas où. J'ai fait un BTS en céramique à Vierzon. Ça s'est pas trop mal passé, donc j'ai fait une école d'ingénieur en céramique à Limoges. J'ai été embauchée à la faïencerie de Gien suite à un stage. J'ai travaillé pendant 10 ans à la faïencerie de Gien en tant que responsable qualité. Et donc la décision a été prise début 2019 de me laisser 1 an pour organiser ma vie et enfin revenir au 1er janvier 2020 définitivement dans l'entreprise familiale. Depuis, il faut s'acclimater, même si c'est un environnement que vous connaissez par cœur, on peut l'imaginer, vous avez baigné dedans pour le coup. Oui, donc j'ai grandi ici, donc je connais tout sans vraiment m'y être vraiment intéressée précisément, exactement. Mais voilà, il faut apprendre un métier qui n'était pas le mien du tout à la base, côtoyer des gens que je connais depuis que je suis toute petite, mais du coup les côtoyer différemment. Donc oui, il faut s'acclimater, mais c'est plus facile finalement quand on connaît les lieux et les gens. Je sais que mes parents sont là, je suis soutenue. De toute façon, la transition se fait très progressivement. Là, on travaille vraiment ensemble. Donc ma maman côté administratif et mon papa dans les ateliers. Et on échange beaucoup et toutes les décisions sont prises à 3. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cet artisanat finalement ? Déjà la matière première, de quoi vous vous servez pour réaliser ces magnifiques vases d'Anduze ? Donc nous, on utilise notre terre de notre propre carrière qui est située à l'arrière de la poterie. La terre est extraite 1 fois par an, l'été. Elle est stockée dans notre atelier à terre et ensuite, au fur et à mesure, elle est préparée, elle est mélangée, filtre pressé, stockée en baquet, prête à l'emploi. Ensuite, cette terre, on l'utilise donc pour façonner la forme générale des vases, donc par calibrage, dans des moules en plâtre. Donc ça va donner la forme, le moule va donner en fait la forme extérieure de la pièce et le calibre de la calibreuse la forme intérieure. On attend quelques jours que le retrait du moule opère. Ensuite on peut démouler et faire la finition autour. Donc les vases sont lissés, les pieds sont collés.
et les décors sont collés également par garnissage. Ensuite, les vases sont laissés sécher une journée ou deux en fait en fonction de la température, de l'hygrométrie et des facteurs extérieurs. Ensuite, on engobe, c'est-à-dire qu'on recouvre l'ensemble d'une argile blanche en fait qui permet de neutraliser la couleur très rouge de notre terre. Une fois les vases engobés, ils sont stockés pour laisser sécher. Donc là, pareil, le temps de séchage est variable. Et ensuite, on passe à l'étape de vernissage. Donc pour les vases d'Andus traditionnels, ils sont jaspés, donc projection d'oxyde métallique verte sur l'écusson et marron sur la guirlande. Ensuite, on a d'autres modèles qui ne sont pas forcément jaspés, donc ils sont vernis au bol. On recouvre tout simplement de vernis. Ils sont finis au niveau de la collerette et prêts à être mis sur wagon pour enfournement. Donc cuisson à 1000 degrés, 24 heures pour monter à 1000 degrés. Ensuite le four s'arrête et on laisse refroidir naturellement 2 jours environ. Ces vases sont vendus, donc que ce soit en point de vente ou j'imagine livrés, mais comment ça se passe concrètement ? Donc nous on vend essentiellement notre production sur place. C'est vrai qu'on préfère privilégier le contact direct avec la clientèle. Donc voilà, en gros 95% de notre production est vendue directement dans notre magasin. Ensuite, effectivement, se développent les expéditions directement chez les gens. Ensuite, on a quelques revendeurs, mais on préfère quand même vraiment vendre sur place. Sur cette matière qu'est la terre et que vous travaillez, on l'a bien compris. D'ailleurs, ça représente beaucoup de temps. Vous avez dit que parfois il fallait attendre plusieurs jours, évidemment, mais de temps de travail effectif sur une pièce, à peu près. Au niveau du tournage proprement dit, par exemple, ça dépend de la grosseur de la pièce. Un vase de 80 de hauteur, on peut mettre une demi-heure à le façonner avec collage des guirlandes et des écussons. Après, on est tributaire du temps, donc il y a le temps de séchage. Du temps, de la météo, de l'humidité, ça peut jouer ? Ah oui, l'humidité, voilà. Si c'est trop humide, ça va mettre plus de temps pour sécher, donc on va être obligé d'attendre. S'il y a du vent, s'il fait trop chaud, ça va sécher très vite, donc il va falloir qu'on soit vraiment à l'écoute, à la vue de ce qui se passe pour pouvoir faire certaines étapes très rapidement. Il y a par exemple des pièces qu'on fait le matin, qu'on est obligé d'engober le soir pour pas qu'elles soient trop dures, quoi. Donc il y a ce vase historique, on va dire, à la forme très caractéristique, j'allais dire, mais est-ce que vous faites des démarches pour explorer, pour faire des tentatives ? Est-ce que vous autorisez ça finalement ? On privilégie quand même toujours essentiellement le vase traditionnel, parce que ça sera vraiment notre marque de fabrique et notre vase emblématique. Après, c'est vrai que depuis des années, on essaie de diversifier les formes et les couleurs. Récemment, on a vraiment innové en proposant sur le marché quand même quelque chose de totalement différent et qui contraste vraiment avec le vase d'Anduze. Voilà, l'idée c'est de pouvoir mêler tradition et modernité pour toucher le plus de public possible. Et puis bon, faut vivre avec son temps aussi, mais le vase d'Anduze restera notre priorité de production à tout moment, quoi. Qu'est-ce qui fait la modernité dans ce métier ? Qu'est-ce qui donne une forme moderne, par exemple ? Vous pouvez nous donner l'exemple peut-être du modèle que vous avez décliné ? Une forme moderne, en fait, c'est une forme simple. C'est-à-dire que les gens aiment les choses très épurées, on s'est rendu compte que les gens aimaient le blanc, le noir. Donc on a fait une forme conique noir et blanc, tout simplement, qui s'appelait beaucoup. Ça dénote totalement par rapport au côté vernissé du vase traditionnel. Mais on s'est rendu compte vraiment, les gens aiment les choses simples. Alors vous avez ce savoir-faire, comment on transmet ce savoir-faire, comment on communique en tout cas sur ce savoir-faire ? Le moment qu'on attend vraiment, c'est quand même les journées du patrimoine, parce que en fait ce jour-là, il y a vraiment toutes les étapes qui sont présentes. Donc le visiteur voit vraiment tout de A à Z. Ensuite, tout au long de l'année, les gens peuvent déambuler dans nos ateliers. Pas de visite guidée par contre, mais les gens peuvent venir. Nous, on est là tout le temps, donc s'ils ont des questions, on parle volontiers de notre métier, on répond aux questions sans aucun problème. Parce que comme je le disais précédemment, on est des passionnés, donc nous, si on nous lance sur le sujet, les gens ils repartent plus. Alors, prochain épisode de ce podcast, on parlera de la randonnée et plus précisément du chemin de Stevenson. Qu'est-ce que ça vous inspire, Céline Durquet ? Le chemin de Stevenson, je pense que comme les poteries d'Anduze, c'est un peu un incontournable dans la région. Personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais si on aime marcher, je pense qu'il y a vraiment de beaux paysages et ça doit vraiment valoir le détour. Et moi qui cours un petit peu, pourquoi pas, ça peut donner une idée de sortie sur plusieurs jours, pourquoi pas le faire en courant, en se baladant, oui. Merci beaucoup Céline Durquet. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.